BFM Bourse, l'écho du monde. Et Gilles Mouek nous rejoint, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, ravi de vous retrouver. Alors, c'était le nombre d'or de Donald Trump jusqu'ici, les chiffres de la balance commerciale qui, les mois précédents, n'arrêtaient pas de s'améliorer grâce, disait-il, aux droits de douane. Sauf que là, il y a un hic. Au mois de novembre, la balance commerciale se dégrade nettement. Le déficit commercial augmente de plus de 50 milliards de dollars. On imagine que là, Donald Trump doit le prendre du mauvais pied. Effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ce qu'on peut appeler la macroéconomie MAGA. C'était assez attendu, franchement, parce qu'on a une volatilité assez extrême des données de balance commerciale en ce moment. C'est d'ailleurs toujours le cas. Tous ceux qui suivent ces données savent bien que d'un mois à l'autre, la volatilité est extrême. Et là, c'est encore plus le cas cette année parce qu'au début d'année, on a eu des effets de stockage en prévision en fait des tarifs qui, à mon avis, ont complètement perturbé la chronique habituelle des importations américaines dans le milieu de l'année et à l'automne. Et voilà, ce dernier chiffre, il nous remet un peu, sur Terre. Les forces de gravité existent encore. Et l'élément le plus intéressant, c'est de le regarder en glissement annuel. C'est-à-dire que sur un an, en fait, les importations continuent de progresser. Progresse un peu moins vite que les exportations, quand même, il faut le noter. Mais voilà, on n'a pas résolu la question du déficit commercial américain d'un coup de baguette magique. Et c'est assez normal parce qu'on a toujours une croissance économique américaine forte, plutôt plus forte que celle de ses partenaires. Et ça, en général, c'est cohérent avec une dégradation du déficit commercial, ou en tout cas une stabilisation du déficit commercial. Donc voilà, pas de surprise, retour de la gravité. Et est-ce que néanmoins la baisse du dollar, qui est assez spectaculaire, peut aider Donald Trump là-dessus ? Enfin, comment est-ce que vous voyez les impacts possibles de cette baisse du dollar ? Scott Bessent a dû hier sortir du bois pour dire non, mais on vise toujours un dollar fort. Ça peut aider, ça ne les aide pas toujours aussi autant que ce qu'on pense, simplement parce que les États-Unis règlent beaucoup les importations directement en dollars, donc la variation de change n'a qu'assez peu d'effet sur eux. Oui, ça devrait, à l'horizon 6 mois, 1 an, ça devrait avoir un effet positif sur le déficit commercial, mais justement, ça reviendrait à la question dont on débattait finalement avant la mise en place de tarifs aux États-Unis. Il y a des moyens traditionnels de gestion d'un déficit commercial chronique. L'un de ces moyens traditionnels, c'est la dépréciation de la devise. Et voilà, c'est en train de se produire. Bon, en géologie, il y a un sujet, c'est les champs flégréens. C'est près de Naples, c'est en perpétuelle ébullition et on craint toujours qu'il y ait une explosion qui survienne et qui rase la ville. Sur le marché obligataire, il y a ce qui se passe au Japon qui commence vraiment à inquiéter. Et où en est-on justement de cette agitation obligataire et budgétaire au Japon, Gilles ? Alors, en fait, on attend de savoir de quel côté la Banque du Japon finira par tomber. Pour moi, c'est quand même l'indicateur le plus important. On sait que la Banque du Japon n'intervient jamais, ne prend jamais de décision importante en phase de campagne électorale. Donc là, pour l'instant, la Banque du Japon est restée l'arme au pied. Mais c'est quand même sur eux que tout repose, parce que soit la Banque du Japon décide qu'elle ne va pas chercher à entrer en collision, entre guillemets, avec l'orientation budgétaire du gouvernement, qu'elle ignorerait le fait que l'inflation maintenant au Japon est quand même bien enquistée dans le système, qu'elle ignorerait le fait que la devise est très faible, même si elle remonte un tout petit peu ces derniers jours. Si c'est ce qui se produit, à ce moment-là, à mon sens, ça ne peut avoir que comme effet d'une dérive continue des taux d'intérêt à long terme au Japon, et ça, à la fin des fins, ça obligerait probablement à remettre en place des systèmes de quantitative easing si on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Soit la Banque du Japon, ce qui n'est pas dans son ADN, décide d'entrer en confrontation fondamentalement avec les orientations du gouvernement, remonte ses taux, casse entre guillemets la mécanique qui est aujourd'hui à l'œuvre au Japon, avec une inflation encore une fois qui s'est enquistée. Mais ça passe par une phase politiquement un peu dure avec le gouvernement, surtout si la Première ministre sort des élections du 8 février renforcée. Mais c'est ça la question. Comme souvent en fait, sur ces grands moments en fait d'ébullition obligataire, la vraie question c'est de savoir si la Banque centrale
sera fidèle à son mandat et l'exercera en toute indépendance. Oui, le monde entier regarde ce qui se passe au Japon, la bourse de Tokyo qui cartonne, qui est en forte hausse depuis le début de l'année, pas autant que la bourse de Séoul. La bourse de Séoul a détrôné le marché colombien comme plus forte hausse mondiale. Là, depuis le 1er janvier, c'est la bourse de Séoul qui prend le leadership devant Bogota, figurez-vous, grâce à Samsung. Samsung a publié ses résultats ce matin, un bénéfice net qui bondit de plus de 30% en 2025 tiré par l'IA. On en parlera dans la suite de BFM Bourse. Mais alors Gilles, il y a un autre actif qui, lui, vraiment impressionne encore plus, l'or, l'once d'or. On a franchi les $5 500 sur l'once d'or. Jérôme Powell, hier soir, a été interrogé là-dessus. Comment regardez-vous ce qui se passe sur l'or? Sa réponse a été, franchement, d'un point de vue macroéconomique, il n'y a aucun message. L'once d'or qui flambe, ce n'est pas un signal macroéconomique, a-t-il expliqué. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je pense qu'il y a un signal macroéconomique quand même derrière. En tout cas, il y a le reflet d'une inquiétude sourde, générique, sur entre guillemets, la fiabilité du système monétaire international dans une situation où la Fed est quand même sous pression. Je pense que Powell, hier soir, n'avait pas envie d'en rajouter trop sur cette question. Il s'était exprimé de manière assez claire quelques jours avant. Mais il y a quand même ça en sous-jacent. Un point que je regardais à l'instant, c'était de regarder les anticipations d'inflation des ménages américains. Et je pense qu'on doit trouver des choses assez similaires dans d'autres pays. Les anticipations d'inflation moyenne, vous regardez la moyenne du sondage auprès des consommateurs américains, ça vous dira qu'on est sur une inflation attendue aux alentours de 3%. Effectivement, c'est un peu au-dessus de l'objectif de la Fed, mais c'est gérable. En revanche, si vous vous intéressez à ce que disent les 25% de l'échantillon qui sont les plus stressés, entre guillemets, sur l'inflation, là, ce qu'ils attendent dans les 5 années qui viennent, c'est une inflation de 7% en moyenne. Donc, mon point là, c'est de dire que même si les ménages dans leur ensemble ou en moyenne ne sont pas si sensibles que ça à la thèse générale de ce qu'on appelle le débasement, à la dégradation, la détérioration des monnaies, vous avez une minorité importante de gens qui sont incroyablement inquiets de l'orientation des politiques monétaires, de l'orientation du système monétaire, du système financier. Et voilà, acheter de l'or, c'est effectivement risqué parce que c'est un actif très volatile et qui ne rapporte rien, entre guillemets, c'est un actif sans dividende. Mais c'est une forme de hedging offerte à des gens, des investisseurs individuels, qui souvent n'ont pas d'autres possibilités de hedger leur investissement. Donc voilà, c'est un reflet de presse et ça, c'est quand même une information macroéconomique. Oui, effectivement, signe d'une défiance d'un certain nombre de consommateurs aussi. Et puis on retrouve le cas aux États-Unis, deux salles, deux ambiances. Peut-être que la branche montante du cas achète des actions, la branche descendante peut-être des tout petites fractions d'or, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on va continuer d'en parler. L'once d'or tout au long de BFM Bourse. Juste d'un mot, Gilles, quand même, parce qu'on a eu une réunion de politique monétaire hier soir de la Réserve fédérale américaine. Ça paraît presque anecdotique. Elle a annoncé un statu quo. Jérôme Powell s'est exprimé. Qu'est-ce que vous retenez de particulier de cette réunion? Rien. C'est complètement conforme aux attentes. Et la vraie question maintenant, c'est ce qui se passe après mai. C'est-à-dire que dans la configuration actuelle du FOMC, je pense qu'on sait ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas envie de baisser les taux dans une situation où l'inflation pointe quand même toujours son nez, dans une situation où, pour l'instant, la croissance, en tout cas la croissance agrégée, reste bonne. Et ça risque d'être un peu les informations dont ils disposeront jusqu'à la mi-année. Et après la mi-année, c'est un autre patron de la Fed. Et c'est là où l'expérimentation va être vraiment la plus intéressante. Mais voilà, pour l'instant, on est sur la continuité pour la Fed. Gilles Mouek avec nous, le chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup Gilles d'avoir répondu une nouvelle fois à l'appel de BFM Business.